Quelle est la véritable histoire derrière la détention des agents de la DGSE au Burkina Faso? Eh bien, exclusivement, nous allons vous donner justement cette histoire. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV. Bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole panafricaniste. Eh bien, Mesdames, Messieurs, l'arrestation de ces individus a entraîné le départ de la douzaine de leurs collègues en poste dans le pays, où ils continuent à coopérer avec les services burkinabés malgré les tensions entre Paris et Ouagadougou. Dans sa longue histoire, rarement, la boîte a été contrainte de gérer une telle affaire. Selon les informations, 4 agents de la Direction générale de la Sûreté extérieure ont été arrêtés début décembre à Ouagadougou, détenus et interrogés dans le plus grand secret. La Direction de la Sûreté de l'État, eh bien, pendant une dizaine de jours. Eh bien, qu'est-ce que ces agents faisaient, on va le dire ainsi, sur le sol burkinabé et pour quelles raisons ont-ils été arrêtés? Nous nous interrogeons encore ce matin. Eh bien, au Burkina Faso, 4 agents français sont détenus à Ouagadougou. Ils sont présentés comme des agents du renseignement extérieur français. Ils ont été arrêtés au début du mois de décembre à Ouagadougou. Côté français, on dément qu'il s'agit d'espions. Oui, c'est ce qu'on nous dit. Selon une source diplomatique, c'est le 1er décembre dernier à Ouagadougou que les 4 Français ont été arrêtés. Selon la même source, ces ressortissants sont des fonctionnaires techniciens détenteurs de passeports diplomatiques en règle et en mission pour une opération de maintenance informatique au profit de l'ambassade de France. Toujours selon la même source, les 4 espions français ont été mis en examen 2 semaines plus tard, puis incarcérés à la Mako, la maison d'arrêt de la capitale. Eh bien, il s'agirait d'agents de la DGSE, les services extérieurs français, qui auraient donc été arrêtés pour espionnage. Malgré les rapports de plus en plus tendus entre la France et le Burkina Faso, la publication soutient que les renseignements des 2 pays continuent à entretenir des relations de coopération technique et opérationnelle. Une information appuyée qui précise, citant une source diplomatique européenne, que les 4 agents français sont connus de leurs collègues burkinabés. Des pourparlers seraient en cours pour obtenir leur libération. Mais pour le moment, eh bien, les autorités burkinabées nous font savoir que ces derniers sont des espions venus pour faire des choses pas très catholiques sur le pays, sur le sol du pays des hommes intègres. Quelle est dans cette histoire, la véritable histoire derrière la détention des agents de la DGSE au Burkina Faso? Nous nous interrogeons encore ce matin. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Jonathan Batengene, enseignant à l'université de Douala, enseignant de sociologie. Il est notre invité. Jonathan Batengene, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour mon frère Goss, bonjour à tous les panafricanistes. C'est toujours un plaisir que d'être ici sur ce magnifique plateau. Vous savez que c'est un plateau emblématique parce que c'est quand même le plateau pionnier, même si c'est pas ici que vous avez commencé, c'est le plateau pionnier. C'est l'initiateur. Quand on vient ici, face à l'initiateur, face à celui qui a lancé la dynamique, on ne peut qu'humblement se baisser et dire OTEP. OTEP à vous également, Jonathan Batengene. Eh bien, ils sont 4 agents de la DGSE qui ont été arrêtés et qui sont actuellement en détention à la Mako. C'est une prison, c'est la prison centrale du Burkina Faso. Ils sont accusés d'espionnage. Tout à fait. D'abord, le cadre. Oui. La situation se déroule quelques jours après la tentative de coup d'État. Du coup d'État manqué au Burkina. Oui. C'est en novembre que les choses se passent. En décembre, 1er décembre. Ces experts arrivent. Ils arrivent avec une couverture. Ils seraient dans le service informatique. Ils apporteraient un complément d'éléments. Ils apporteraient un complément de compétences à leurs collègues à l'ambassade. Les renseignements burkinabés, l'ANRE, Agence nationale de renseignement extérieur, va depuis Paris réussir un travail non seulement de filature, mais aussi d'interception d'informations sensibles. Pour ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe, on est carrément dans un James Bond, où le James Bond est africain et il est du côté du Burkina. Ils vont intercepter et ce n'est que lorsqu'ils vont avoir les éléments qui inculpent
ou du moins qui peuvent permettre de déclencher l'action judiciaire, qu'ils vont passer à l'acte. Parce que c'est une action très sensible. Oui. Quand vous ne mesurez pas un agent de renseignement qui est sur le territoire étranger, surtout en matière d'espionnage, il doit tout faire pour rester dans le cadre légal. Et lorsqu'il pose des actes non légaux, il doit le faire de manière tellement dissimulée qu'il sera difficile de le lier à ce qui s'est passé. Mais là, vous avez des éléments qui non seulement ont été arrêtés, mais il y avait assez d'éléments pour les passer donc au peigne fin de la police burkinabé. Et c'est sur la base, on les a confrontés à des éléments que les renseignements burkinabés avaient déjà. Donc le travail de confrontation a fait qu'ils étaient obligés de passer aux aveux, du moins à passer à une partie des aveux, parce qu'un agent secret ne dit jamais tout. Il va vous dire une partie, et il retient bien la grande partie parce qu'il y va également de sa propre survie. Parce que l'État qu'il envoie sur le terrain le met bien en garde sur le fait que s'il révèle ce pourquoi il est en mission, il peut désormais perdre la vie. Cet État peut mettre en mission quelqu'un pour l'exécuter. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ces cadres, avec les éléments qui ont été interceptés, ces cadres sont l'élément déclencheur d'une autre action. Immédiatement, les agents qui étaient déjà en poste à Ouagadougou, 12 agents, ont très vite fait de quitter le territoire du Burkina Faso. C'est-à-dire que dès qu'on a arrêté les cas, 12 autres ont pris la poudre de l'escampette. Mais pourquoi ils prennent la poudre de l'escampette? Ça confirme effectivement que les éléments à décharge qui étaient déjà en possession, dont les agents burkinabés étaient en possession, pouvaient également servir à procéder à l'arrestation des 12 autres. C'est carrément ce que l'ancien directeur de la DGSE appelait les centres de mission. C'est un centre de mission carrément qui est en train d'être démantelé au niveau de Ouagadougou. Donc, c'est quelque chose de fort qui s'est déroulé avec les agents burkinabés. Ça, c'est d'une part, du point de vue strictement de notre analyse de la situation. Maintenant, du point de vue diplomatique, il y a quelque chose d'intéressant. Vous savez, il y a de cela quelques années, au début des années 2000, on a arrêté, vous vous souvenez de l'affaire H2O? Oui, H2O. Des criminels. Nous sommes là au Tchad. Au Tchad, des criminels qui faisaient du trafic d'enfants au niveau, ils prenaient des bébés qu'ils prétendaient mettre en crèche ou du moins en orphelinat, mais qui en fait étaient vendus sur le marché noir à des familles d'accueil. Ça c'était pour les plus chanceux, et à des réseaux occultes pour les moins chanceux, c'est-à-dire ceux qui finissaient peut-être dans des cérémonies bizarres de satanistes. Donc, on met la main sur ces personnes. L'âge de Zoé, ils sont quatre citoyens français. Nicolas Sarkozy débarque à N'Djamena et il dit avant de débarquer, je vais chercher nos compatriotes qui sont accusés à N'Djamena. Pourtant, tous les faits étaient réunis, qui corroboraient leur culpabilité. Il va venir, non seulement il obtient leur libération, mais en plus, ils vont voyager en VIP avec le président de la France, comme quoi ce dernier, c'est le bouclier des criminels français dans le monde. Ces derniers vont prendre l'avion, ils vont rentrer en France. Aucun procès en France. Ces derniers sont élargis et ils vont continuer leur vie comme s'ils n'avaient jamais posé d'acte répréhensible. Alors, le côté diplomatique, c'est quoi? À cette période, la France avait encore une sorte de tutelle sur les pays africains. Et donc, la crise diplomatique n'était jamais déclarée dans de telles situations. La France, donc, ne risquait rien quand elle posait ce genre d'action, violant à la fois le droit interne de ces pays, mais également le droit international. Parce qu'en matière de droit international, lorsque l'on a deux États, selon la charte des Nations Unies, les articles 1 et 2 prévoient que les deux États sont réputés égaux.
Alors là, il y avait comme un processus de subordination, ou du moins un principe de subordination de l'État tchadien vis-à-vis de l'État français. Et c'était la règle dans la perception de l'État français vis-à-vis des États francophones, du moins africains francophones. Mais ici, vous avez 4 agents de la DGSE française qui sont arrêtés et l'État français n'a aucune marge de manœuvre diplomatique pour récupérer ces agents. Vous allez observer que d'abord, il y a eu, au niveau de l'establishment française, une sorte de blackout, un silence total, personne n'en parle. Et les quelques médias qui ont eu le courage d'aborder cela étaient obligés de travestir les faits. Et ça, c'est le 3e volet de notre approche. On reste d'abord dans le 2e. Du point de vue diplomatique, la France a senti qu'elle traite donc d'égal à égal avec le Burkina Faso. Il n'y a pas une tentative même d'infantiliser le Burkina Faso. Vous voyez que les prises sont importantes. On ne parle plus de ces vulgaires bandits de l'âge de Zoé. On a maintenant des fonctionnaires de police. Mais lesquels alors? Des agents de renseignement français qui sont arrêtés en plein Ouagadougou et qui sont envoyés à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou, à Mako. C'est inédit dans l'histoire des renseignements français, dans leur rapport avec l'Afrique et dans l'histoire de la diplomatie française du point de vue sécuritaire dans ses rapports avec l'Afrique. Le Burkina Faso frappe un grand coup parce que du point de vue diplomatique, il montre que les règles du droit international s'appliquent à tout le monde, indépendamment de la position de l'État, qu'il soit membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies ou non. C'est une révolution copernicienne du point de vue diplomatique dans les rapports entre les pays africains et les pays occidentaux. Maintenant, le 3e volet. Le 3e volet est médiatique. Comment est-ce que les médias ont abordé cette question? Quand vous regardez le traitement que les médias du Quai d'Orsay ont réservé à la question, d'abord, Radio Fausse Information ou Radio France Internationale. Radio Fausse Information, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils disent qu'il s'agit de 4 fonctionnaires. Vous comprenez que l'acte est tellement grand qu'ils n'ont même pas le culot, encore moins l'humilité, de décliner véritablement l'identité des individus. Ils disent 4 fonctionnaires, alors qu'il s'agit de 4 agents de renseignement français. Dont des espions. Des espions. Le 2e élément, vous allez regarder dans les médias privés qui ont abordé la question. Immédiatement, ils ont jeté l'opprobre sur le directeur de la DGSE. Alors, le traitement médiatique, que ce soit par la presse nationale, qui ne veut même pas donner le service public auquel appartiennent, c'est l'administration publique à laquelle appartiennent ces fonctionnaires. De l'autre côté, les journalistes privés qui veulent immédiatement jeter l'opprobre sur le DGSE, ça nous amène à une analyse plus en dessus, plus au-dessus de ce que nous avons fait préalablement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, personne ne veut toucher l'objet. Donc, il y a un sentiment de culpabilité assumée de la France. Tout le monde sait que l'objet pour lequel ces gens sont retenus, cet objet est fondé et que cet objet est grave. Donc, les autorités burkinabées ne font pas preuve d'un acharnement. Les autorités burkinabées ne font pas preuve d'une arrestation arbitraire. Ça, c'est le principe sur lequel tout le traitement, que ce soit de l'État français ou de tout le dispositif qui tourne autour de la diplomatie d'influence de la France, c'est-à-dire les médias, nous amène à comprendre. L'argument donc pour lequel ces gens sont retenus est fort. Et ça montre que l'ANRE a vraiment joué son rôle d'agence de renseignement et que on n'a pas forcément besoin d'avoir les gadgets high-tech de James Bond, comme dans les films états-uniens, pour réaliser ce travail miraculeux. On n'a pas besoin de s'appeler le Mossad pour faire ce bon travail. On peut être un pays africain, simplement il faut être patriotique, il faut montrer une volonté politique pour parvenir à de si bons résultats. Que faisait-il sur le sol burkinabé? Est-ce toujours la guerre entre le Burkina et la France? Parce que jusqu'à preuve du contraire, Emmanuel Macron a juré la perte des autorités burkinabées.
C'était ça l'objectif. L'objectif, quand vous voyez par exemple des informaticiens qui arrivent, qui ont du matériel informatique, ça veut dire que c'est de la guerre électronique à laquelle on devait se livrer. Vous savez, aujourd'hui, la guerre elle n'est pas seulement une guerre entre deux armes, entre deux personnes qui ont des armes. C'est pas aussi simplement la guerre médiatique. Il y a aussi les guerres avec les nouvelles technologies. Et la guerre électronique est la dernière, ou bien l'une des guerres les plus avancées aujourd'hui dans le monde. Quand vous regardez ce que la guerre électronique peut produire, elle peut neutraliser les armes très avancées que nous utilisons. Par exemple, si vous avez des drones comme l'armée burkinabé, on peut brouiller le signal de ces drones et vous empêcher de mener une intervention de manière efficace sur le terrain. On peut également brouiller des communications, on peut créer des zones de communication exclusive entre ennemis. Donc, il y a beaucoup. On peut créer un blackout même en matière informatique. Tout à fait, en matière informatique. Donc, il y a beaucoup de choses. Et je me souviens qu'il y a de cela quelques années, nous avions mis en garde les autorités burkinabées aussi sur le fait que un ensemble de compagnies qui appartiennent, qui sont des interfaces de la DGSE, mais qui font dans ce qu'on appelle le téléconseil, voilà, qui font dans le téléconseil et dans la sous-traitance de ces communications, le téléconseil, d'autres communications. Oui, ils envoient des messages. Mobile. Voilà. Il y avait une interface de la DGSE, je ne sais pas si elle est toujours fonctionnelle, une interface de la DGSE présente sur le territoire du Burkinabé. Et vous voyez que là, ça fait appel toujours à du matériel électronique. Donc, ce genre de personnel sur le territoire du Burkina constituait une menace. Imaginez-vous que ces gens étaient arrivés et qu'ils produisaient un message qui était diffusé en masse par SMS dans les téléphones. Un message suivant lequel peut-être la présidence est attaquée. Ça pourrait créer une panique générale et de cette panique pourrait se dégager un mode d'action spécifique qu'eux, ils auraient choisi. Donc, il y a beaucoup de choses qui restent qui sont possibles avec ce genre de personnes. Mais maintenant, il faudrait avoir le motif pour lequel ils sont retenus pour véritablement savoir de quoi pourront-ils être libérés un jour, ou bien alors, finalement, ce sera toujours comme d'habitude, la diplomatie qui va prendre contrôle de tout. Les agents de renseignement ont deux situations qui se posent à eux. Soit ils meurent en prison, tués par des mécanismes tout à fait dédiés par services de renseignement du pays où ils sont allés mener leur mission. Ça arrive, hein. Ils meurent parfois en prison. Soit ils sont échangés dans le cadre de négociations internationales. Et les agents de renseignement sont des monnaies d'échange les plus précieuses. Vous allez voir que, par exemple, lorsque la Fédération de Russie et les États-Unis ont un différend sur une question spécifique, ou bien que les deux pays arrivent à un point de contradiction très avancé pour généralement sonner le dégel, les deux pays proposent de procéder à un échange de prisonniers. Et là, généralement, on envoie les agents de renseignement, on renvoie les agents de renseignement de l'un des pays et on renvoie les autres agents de renseignement. Parfois, on peut encore demander plus parce que dans les échanges, ce n'est pas seulement le renvoi d'une personne, comme vous avez vu avec M. Bout. On n'a pas que demandé son renvoi, on a demandé encore d'autres garanties. Donc, un État, en fonction de la préciosité de l'agent de renseignement, peut demander, peut monter les enchères et demander simplement une compensation qui n'était pas escomptée, même en argent. Merci à vous, Jonathan Wateng, d'avoir été des nôtres. C'est moi qui vous remercie. Nous pensons que la révolution burkinabé est en train de donner de véritables leçons à beaucoup de pays africains. Il y a le pays, le Cameroun, actuellement. Et je demande juste un peu de temps là-dessus. Le Cameroun, actuellement, quand vous regardez de manière globale, le Cameroun fait face à une attaque généralisée de la part de la DGSE française. Quand vous regardez, il y a tout un travail qui vise à décrédibiliser la DGRE camerounaise, qui est le service de renseignement camerounais. Il y a tout un travail qui a été mis en place. La mort de Martinez Ogo participe de manière générale à cela. Et nous mettons en garde les autorités. Et quand nous mettons en garde les autorités, nous allons dire quelque chose. Il y a des analystes qui aiment répéter l'affaire de coup d'État scientifique. En fait, répéter l'idée d'un coup d'État scientifique prépare le coup d'État qu'Alain Juillet a déjà annoncé il y a quelque temps. Il faut que nos autorités prennent le temps d'observer cela. Le coup d'État scientifique n'a de véritable réalité que le pendant qu'il incarne. Le pendant qu'il incarne, c'est le coup d'État réel qui doit être préparé. Et dans cette perspective, les services secrets français ont bien manœuvré. D'abord, il y a le scandale des stades de la CAN.
Le scandale d'escalade de la CAN, sans disculper tous ceux des Camerounais qui ont participé à cette gabegie, mais il faut savoir qu'au cœur du scandale de la CAN, il y avait l'entreprise Fayol, le groupe français Fayol. Le groupe français Fayol, quand vous regardez autour, tournoie un ensemble d'entreprises écrans qui sont portées par des gens qui ont travaillé avec la DGSE. Maintenant, quand vous revenez également dans le cas de l'affaire Martinez-Zogo, Reporters sans frontières qui est venu faire des révélations tout à fait fallacieuses. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas forcément le coupable qui était tout désigné, qui est forcément ce coupable. Il est retenu parce que dans le cadre de cette enquête, il y a encore des détails qui n'ont pas encore été élucidés et on a besoin de sa participation pour avoir ces éléments. Quand vous regardez l'implication d'un certain Boris Berthold et de sa clique des lanceurs d'alerte, je tiens à rappeler que la société des lanceurs d'alerte, c'est pas des acteurs individuels, c'est pas des acteurs mus par le sentiment de volonté de faire circuler la bonne information. Non, c'est pas ça. Les lanceurs d'alerte sont essentiellement un compartiment de la diplomatie d'influence de la France et des États-Unis. Et c'est piloté par un acteur qui s'appelle Maître William Bourdon. Ce dernier, vous pouvez vérifier, il a travaillé pour Amnesty International, pour l'ensemble des entreprises du groupe Soros. Oui. Ce dernier, aujourd'hui, pilote ces lanceurs d'alerte. Quand vous regardez la somme des fake news qu'envoie, par exemple, Boris Berthold et sa clique sur l'ensemble du Cameroun, et ces fake news ont toujours un but, montrer que telle institution camerounaise ne vaut pas la peine, en fait, discréditer. Il faut discréditer l'ensemble de l'establishment. Le même et sa clique, qu'est-ce qu'ils font? Tous les jours, le travail qu'ils font, c'est amplifier ce qu'on a appelé aujourd'hui au Cameroun la guerre des clans. Qui en fait, moi je comprends aujourd'hui que c'est une guerre fabriquée de toutes pièces par un ensemble d'acteurs. Et surtout la DGSE. Pourquoi? La DGSE agit au Cameroun exactement comme en Centrafrique sous Bokassa. Sous Bokassa, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont convaincu chaque fonctionnaire que le gars pouvait devenir un président. Donc, ce qu'ils font aussi au Cameroun, c'est qu'ils vont voir le ministre de la Justice, ils lui disent, toi, tu peux être président, nous, on compte sur toi. Ils vont voir Moutazé, tu peux être président, on compte sur toi. Ils vont voir Marafa, tu peux être président, on compte sur toi. Ils vont voir Ngongo, tu peux être président, on compte sur toi. Le SGPR, s'il se laisse embarquer là, et nous nous adressons aussi à lui, s'il se laisse embarquer là, demain, il risque beaucoup se mordre les doigts. Parce que, en fait, la manœuvre de la DGSE française, ça ne vise pas à porter l'un d'eux au pouvoir. Ça vise à discréditer l'ensemble du système Biya actuellement. Parce que Biya a commis de leur point de vue un péché. C'était de faire monter le panafricanisme au Cameroun et ils voient ce qu'ils perdent avec le panafricanisme. L'autre péché qu'ils lui reprochent également, c'est eux-mêmes qui nous l'ont dit. C'est qu'il a diminué l'influence de l'économie française, de la part de l'économie française au Cameroun. Exactement. Maintenant, on veut lui faire payer cela. Et diviser ses lieutenants en les entretenant dans le mirage d'une possible position de président dans les années à venir. C'était la meilleure manière de faire entrer les loups de la bergerie. Et comme ça, ils ont réussi à avoir le barrage de Natigal. Ils ont réussi à plomber le projet de l'autoroute Douala-Yaoundé. Vous avez des ministres qui, parce qu'on leur a dit que c'est eux qui seront dans l'équipe d'un nouveau gouvernement et seront un nouveau président, ils travaillent même maintenant avec zèle pour torpiller les projets du président. Nous leur demandons de se ressaisir. La DGSE française vous ment. Vous ne serez pas président. Le Cameroun n'appartient pas à la DGSE française. Peu importe ce qu'ils peuvent vous dire, ils vous mentent. Le Cameroun est un pays qui a une dimension ésotérique forte, une dimension spirituelle qui ne peut pas être maîtrisée par un service aussi piètre et médiocre que la DGSE française. Le limogeage de son patron à la suite de l'arrestation de ces quatre espions vous montre à suffisance que c'est un être humain comme vous. Arrêtez d'y croire. Merci. Mettez-vous résolument dans l'esprit de sortir le Cameroun du joug colonial. Sinon, vous n'êtes pas aussi la condition sine qua non du Cameroun. Vous êtes tous Camerounais comme nous tous. Et donc, un jour, certainement, c'est un autre Camerounais qui, à votre place, se trouvera là et fera la chose. Et son nom restera dans l'histoire. Merci à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Bonne journée à toutes et à tous.